Alors, imaginez un instant. Chaque cellule de votre corps, chaque cellule vivante, c'est comme une immense ville microscopique. Une ville qui ne dort jamais, pleine d'activité, et tout ça, c'est alimenté par un moteur absolument incroyable. Et c'est justement ce moteur, qu'on appelle le métabolisme, qu'on va essayer de comprendre ensemble. Ok, alors concrètement, comment ça marche? C'est assez simple à visualiser en fait. Pensez à la cellule comme une usine. Elle a besoin de matières premières pour tourner, n'est-ce pas? Eh bien, elle absorbe du glucose, du sucre et de l'oxygène. À l'intérieur, c'est l'effervescence, une chaîne de réactions chimiques transforme tout ça en énergie pure, ce qu'on appelle l'ATP. Et bien sûr, comme toute usine, elle produit des déchets, comme le dioxyde de carbone. C'est ce cycle permanent qui est littéralement le moteur de la vie. Bon, on a parlé de ce moteur incroyable, il a un nom bien sûr, c'est le métabolisme. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ce mot? Pour faire simple, le métabolisme, c'est l'ensemble de toutes les réactions chimiques qui se passent à l'intérieur d'une cellule. C'est ce qui lui permet de tout faire en fait, de grandir, de se réparer, de se reproduire. C'est une sorte de balai chimique ultra complexe qui se joue en permanence. On pourrait même dire que c'est le système d'exploitation de la vie elle-même. Et au fond, tout ça, ça répond à un problème super simple, mais essentiel. Pour vivre, n'importe quel organisme, du plus petit au plus grand, a besoin de deux choses. De l'énergie, le carburant, et de la matière, les briques pour construire. C'est la base. Et face à ce défi, l'évolution a trouvé, en gros, deux grandes stratégies. Alors, quelles sont ces deux stratégies? On peut les résumer de manière assez imagée. Il y a ceux qui fabriquent et ceux qui prennent, les producteurs et les consommateurs. Commençons par les producteurs. Leur nom scientifique, c'est autotrophes, ce qui veut dire ceux qui se nourrissent eux-mêmes. Et franchement, ce sont un peu les magiciens du vivant. Prenez les plantes, par exemple. Elles sont capables de prendre des éléments super basiques, de l'eau, du dioxyde de carbone dans l'air et l'énergie du soleil, et hop, elles fabriquent leur propre nourriture. C'est fou, elles créent de la matière organique à partir de presque rien. Et puis, il y a tous les autres, les consommateurs. Le terme, c'est hétérotrophes, ceux qui se nourrissent des autres. Et ça, eh bien c'est nous, les animaux. On est incapables de faire cette magie, donc on n'a pas le choix. Pour avoir de l'énergie, il faut consommer d'autres organismes. Soit on mange les producteurs directement, soit on mange ceux qui ont mangé les producteurs. Voilà, la distinction est super claire en fait. D'un côté, on a les créateurs de matière organique qui utilisent des éléments simples et de l'énergie, et de l'autre, on a les utilisateurs qui doivent consommer cette matière déjà existante. Deux chemins complètement différents, mais pour atteindre le même but, survivre. Mais attention, la nature adore les exceptions. Cette frontière entre producteurs et consommateurs, elle n'est pas toujours aussi nette. Prenons un exemple génial, les eugènes. Ce sont de toutes petites algues. Quand il y a de la lumière, pas de problème, elles font la photosynthèse, elles sont autotrophes. Mais si on les met dans le noir et qu'on leur donne du sucre, eh bien elles changent de stratégie. Elles se mettent à le consommer, comme nous, elles deviennent hétérotrophes. C'est une flexibilité absolument dingue, ça montre à quel point le vivant peut s'adapter. Bon. Maintenant qu'on a vu les grandes stratégies, si on zoomait un peu, allons voir à l'intérieur de la cellule, là où tout se passe. On va jeter un œil aux machines, ces fameuses organites, qui font tourner toute la boutique. Alors, chez les plantes, au cœur de leur cellule, on trouve cette organite incroyable, le chloroplaste. C'est ni plus ni moins qu'un panneau solaire miniature. C'est là que la magie de la photosynthèse se produit. L'énergie de la lumière du soleil est captée et utilisée pour transformer le CO2 et l'eau en sucre. C'est comme si la cellule mettait l'énergie du soleil en conserve pour plus tard. Et en face, on a un autre organite essentiel qu'on trouve dans la plupart des cellules, y compris les nôtres, la mitochondrie. Si le chloroplaste est le panneau solaire qui fabrique le carburant, la mitochondrie, c'est le moteur, la centrale électrique. C'est elle qui prend le sucre, le brûle avec de l'oxygène et libère toute l'énergie qu'il contient. C'est cette énergie qui nous permet de bouger, de penser, de vivre. Et quand on met les deux côte à côte, on voit bien que c'est un duo parfait. Le chloroplaste fabrique le sucre, il stocke l'énergie, la mitochondrie, elle, décompose ce sucre pour libérer cette même énergie. L'un construit, l'autre déconstruit. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce, un cycle énergétique d'une élégance bluffante. Ok, jusqu'ici, ça semble assez logique, non? Un qui construit, un qui démolit. Sauf que la réalité est beaucoup plus complexe. Accrochez-vous, on va maintenant regarder la carte de toutes les réactions qui se passent dans la cellule. Et là voilà, la fameuse carte du métabolisme. À première vue, c'est le chaos. Un plat de spaghettis de réactions chimiques. Ça peut faire un peu peur, je sais. Mais rassurez-vous, le but, c'est pas du tout d'apprendre ça par cœur. L'idée, c'est de voir que derrière ce bazar apparent se cache une organisation hyper sophistiquée.
Et pour s'y retrouver, il y a une super analogie, celle du plan de métro. Imaginez que chaque ligne de couleur, c'est une voie métabolique, un trajet qui transforme un produit de départ en un produit d'arrivée. Et chaque station sur cette ligne, c'est une réaction chimique précise, une étape. Et on voit bien comment tout est interconnecté. Certaines stations sur des carrefours, des hubs qui connectent plusieurs lignes, c'est un réseau en fait. D'accord, mais sur un réseau aussi complexe, il faut des régulateurs de trafic. Sinon, c'est l'accident assuré. Et ces régulateurs, ce sont les enzymes. Pensez à elles comme des contrôleurs ou des aiguilleurs. Pour chaque étape, pour chaque station du métro, il y a une enzyme spécifique qui dit « c'est bon, tu peux passer » et qui accélère la réaction. Sans elle, tout serait bloqué ou prendrait une éternité. Bon, on a zoomé très fort jusqu'au niveau des molécules. Maintenant, faisons l'inverse, dézoomons. Parce que toute cette petite cuisine interne des cellules, elle a des conséquences à l'échelle de la planète entière. Et cette connexion au monde réel, elle est bien plus concrète et délicieuse qu'on l'imagine. Ce n'est pas juste de la théorie, on en voit les résultats tous les jours, par exemple, dans ce qu'on mange. Prenez la fermentation, par exemple. C'est juste un type de métabolisme, une ligne de métro spécifique que certains microbes, comme les levures, utilisent quand il n'y a pas d'oxygène. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien la bière, le vin, le fromage, le yaourt, le pain, tous ces aliments incroyables sont le résultat direct du métabolisme de ces micro-organismes. On exploite leur chimie depuis des millénaires. Et si on recule encore plus, on se rend compte que ce duel producteur contre consommateur est la base de presque toute la vie sur Terre. C'est le principe des chaînes alimentaires. Dans les océans, par exemple, tout commence avec le phytoplancton, des algues microscopiques qui produisent de la matière grâce au soleil. Ce plancton est mangé par des petits animaux, qui sont mangés par des poissons, qui sont mangés par de plus gros poissons. C'est ce flux d'énergie qui structure tous les écosystèmes. Quand on y pense 2 secondes, c'est assez fou. Chaque fois qu'on mange quelque chose, n'importe quoi, on est à la fin d'une longue chaîne de transfert d'énergie. Une chaîne qui a commencé bien avant, peut-être avec un simple rayon de soleil capté par une feuille d'arbre ou une algue au milieu de l'océan. Au final, c'est ça, le métabolisme. C'est un réseau de fils chimiques invisibles qui relie toute la vie sur cette planète. Des bactéries juste à nous. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Qu'est-ce que ça implique de savoir qu'on fait partie intégrante de ce gigantesque réseau énergétique, tous connectés les uns aux autres?